Je suis Christian Page. Les loups-garous, les vampires et les ghouls, non, les monstres ne sont pas que dans les films. Bienvenue dans Crimes occultes. Accroupi, le détective Pat Glancy de la police de Brisbane détaille le corps étendu à ses pieds. Il s'agit d'un homme blanc dans la fin quarantaine ou début de la cinquantaine. Il gît sur le ventre au milieu de la pelouse. Il est nu, ou presque. Il a encore ses chaussettes ornées d'un horrible motif à carreaux. En d'autres circonstances, l'affaire aurait semblé cocasse, mais tout ici n'est qu'horreur. Les cheveux de l'inconnu sont maculés de sang et ses mains présentent de profondes lacérations, sans doute des plaies défensives. Il est clair que la victime a été poignardée à de nombreuses reprises, au cou et à la tête. « Vous en pensez quoi, chef ?» L'inspecteur Glancy lève les yeux vers le jeune constable, debout à côté de lui. « C'est trop tôt pour le dire, mais considérant la nudité du corps et la violence de l'agression, j'opterais pour une dispute entre homosexuels. » Laisse tomber Glancy sans se redresser. Avec d'infinies précautions, il retourne le corps. Le visage de l'inconnu est tordu, dans une ultime grimace. Il a sans doute vu venir l'agression. L'entaille à la gorge est si profonde qu'il a presque été décapité. La lame lui a tranché le larynx et l'artère carotide. Il s'est vidé de son sang en silence. « Qui a trouvé le corps ?» demande Glancy sans s'adresser à personne en particulier. « Les deux femmes là-bas. Elles prenaient leur marche quotidienne lorsqu'elles l'ont trouvé. Ce n'est pas tout, chef. Nous avons aussi trouvé ce qui semble être les vêtements de la victime. Juste là, près de la porte, répond l'agent à côté de lui. La porte, c'est celle d'un bâtiment à l'entrée du South Brisbane Sailing Club. La marina se trouve tout au bout du parc Orleg qui longe la rivière Brisbane. Juste à côté de l'entrée donnant accès au quai, encore fermé à cette heure matinale, il y a une pile de vêtements soigneusement pliés et une paire de chaussures. Dissimulé sous la porte de tôle ondulée, il y a aussi un portefeuille en cuir brun. L'inspecteur Glancy suppose que l'homme s'est probablement déshabillé à cet endroit. Ensuite, les choses ont dû mal tourner avec son amant de passage, possiblement un prostitué mâle. En parcourant le portefeuille, l'enquêteur trouve un permis de conduire au nom d'Edward Baldock. La photo d'identité est celle de la victime. Il est né en 1942 et son adresse est à quelques rues du parc, dans le quartier voisin de Highgate Hill Park. Il y a aussi quelques billets. Le vol n'est apparemment pas le motif du crime. Puis, en fouillant les vêtements de la victime, l'enquêteur trouve une carte bancaire au nom de Tracy Wigington. Elle est cachée dans le fond de l'une des chaussures. Que peut bien faire la carte bancaire de cette femme dans les affaires de Baldock? Qui est-elle? Et quel lien a-t-elle avec la victime? L'inspecteur Glancy est à la veille de découvrir les tenants et aboutissants de l'un des crimes les plus inusités de toute l'histoire de l'Australie. Tracy Averill Rosborough naît en 1965 à Rockhampton, une petite ville du Queensland, en Australie. Sa mère, Rhonda, a été adoptée 20 ans plus tôt par George et Averill Wigington. Averill est une femme acariâtre, confondant souvent discipline et violence. Rhonda et les deux autres filles adoptives des Wigington, Darrell et Michelle, ont grandi dans cet environnement malsain. En 1964, Rhonda s'est amourachée d'un vagabond, Bill Rosborough. Elle a fait ses malles et le couple s'est mis en ménage dans un appartement miteux de la rue Glenmore. Les tourtereaux se sont mariés un mois plus tard, un peu forcés par la grossesse de Rhonda. Et c'est ainsi que le 4 août suivant, Tracy voit le jour à l'hôpital de Rockhampton.
L'arrivée de l'enfant ne fait qu'ajouter de la pression sur le couple. 1 an après cette naissance, Bill fait son baluchon et part pour ne plus revenir. Rhonda se retrouve en situation précaire et n'a d'autre choix que de retourner vivre chez ses parents. Vers 1968, elle tombe amoureuse d'un homme de passage. Mais ce nouveau Roméo n'a aucune envie de se mettre en couple avec une mère célibataire. C'est lui ou Tracy. Il gagne à la loterie de l'amour et Rhonda abandonne sa fille au Wigington. L'enfant vient de fêter son 4e anniversaire. 3 ans plus tard, Rhonda renonce à ses droits parentaux et Tracy est officiellement adoptée par ses grands-parents. La loi lui troque aussi un nouveau nom. Tracy Rosborough devient officiellement Tracy Wigington. Elle passe son enfance sous le joug des grands-parents. À cette époque, le couple accueille sous son toit une jeune métisse, mi-caucasienne, mi-aborigène, prénommée Michelle. Si l'éducation de Tracy tient d'un camp de travail, celle de Michelle s'apparente à la torture. Elle est battue presque tous les jours. Parfois, selon les humeurs d'Avril, elle est aussi fouettée avec un fil électrique ou un boyau d'arrosage. Une fois, elle est enfermée une nuit entière dans le chenil des chiens. Tout cela sous les yeux impressionnables de la jeune Tracy. Et lorsqu'elle tente de réconforter sa demi-sœur, la grand-mère intervient pour les séparer. L'aïeul fait tout pour empêcher les fillettes de développer des liens fraternels. Avril répète sans cesse à Tracy que Michelle a une mauvaise influence sur elle. À 16 ans, Michelle est sévèrement réprimandée pour des actions commises par Tracy, alors âgée de 12 ans. C'en est trop. Elle fugue. La cadette se retrouve seule avec ses grands-parents. Si elle craint mamie pour ses réactions violentes et excessives, papy, lui, est du genre entreprenant. Elle dira plus tard qu'à partir de l'âge de 8 ans, grand-papa aurait commencé à la harceler pour des gâteries sexuelles. À l'école, elle fréquente une institution privée. Tracy moleste les autres enfants. Elle se distingue des autres filles de son âge par sa forte stature. Elle truande ses compagnes de classe. Elle reproduit dans la cour d'école ce qu'elle voit à la maison. Résultat, à 14 ans, elle est renvoyée sans possibilité de retour. Les Wigington l'envoient à la Rage Catholic School, un établissement religieux dirigé par la congrégation des Sœurs de la Miséricorde, pour ne pas dire un couvent, qu'elle déteste. À l'adolescence, et ce en moins de 2 ans, ses grands-parents décèdent et lui lèguent la somme de 150 000 $ à recevoir en 2 temps. Une première moitié maintenant et le reste après sa majorité. Un héritage qu'elle dilapide en vêtements et l'achat d'une moto. Encore mineure aux yeux de la loi, elle s'installe chez sa tante Dorrell, la sœur adoptive de sa mère. Elle change physiquement et psychologiquement. Elle commence à s'intéresser à l'occulte et se passionne pour les films d'horreur. Ses pensées tournent autour du macabre. Elle s'habille de noir et porte les cheveux courts, à la garçonne. Elle troque ses vêtements féminins pour des jeans et des t-shirts aux imprimés horrifiques et choquants. Elle se balade avec un couteau dans ses poches, affiche des symboles occultes et ne cache pas son intérêt grandissant pour le sexe faible. Tracy a alors 17 ans. Elle préfère qu'on l'appelle Bobby. Elle est violente et du haut de ses 1,70 m, pour un poids de 110 kg, elle n'a pas l'intention de s'en laisser imposer. Dans l'intimité de sa chambre, elle peint sur les murs des svastikas et des symboles sataniques, comme des croix inversées ou le nombre 666, celui de la bête. Lorsque Tatty Dorrell lui fait comprendre qu'elle ne tolérera pas son style artistique, Tracy retourne auprès de sa mère biologique.
Les trouvailles se passent mal et se terminent dans la violence. Tracy Wigington est un électron libre. Elle s'installe éventuellement à Cairns, dans le nord du Queensland, sur la côte du Pacifique. Elle commence à fréquenter les bars gays et lesbiens du centre-ville. Avec son gabarit imposant, elle se fait embaucher comme videuse. C'est là qu'elle fait la rencontre de Sunshine, une bisexuelle dont elle s'amourache. Sunshine est une jolie blonde, sculpturale, qui attire le regard tant des hommes que des femmes. Leurs relations deviennent intimes, mais Sunshine refuse de faire une croix sur le sexe avec des hommes, alors que Tracy est exclusivement lesbienne. Si depuis quelques années, Tracy occupait un rôle dominant dans ses relations, pour Sunshine, elle est prête à tout accepter, incluant ses infidélités. Chaque nuit où découche son amoureuse, Tracy est dévastée. Elle l'imagine au lit avec un homme et ses visions la brisent un peu plus chaque fois. Malgré leurs querelles fréquentes, les deux femmes se marient en 1984. L'union entre partenaires de même sexe étant encore interdite en Australie, elles prononcent leurs vœux dans une communauté Hare Krishna de Brisbane. Le mariage ne tient que quelques mois. Cette période correspond aussi au versement d'un deuxième 75 000 $ de l'héritage parental. Tracy dépense sans retenue. Outre une vie désordonnée, elle poursuit ses incursions dans l'univers de l'occulte. Elle s'incarne comme l'antithèse de tous les modèles qu'on lui a imposés depuis son enfance. Elle déteste ses défunts grands-parents, sa mère, les hommes et le catholicisme. Entre deux séances de Ouija, elle se dit qu'elle aimerait bien avoir un enfant. Elle demande à son patron, John O'Hara, d'en être le géniteur. L'accouplement se fait lors d'une soirée devant 6 de leurs amis intimes. Comme elle l'espérait, Tracy tombe enceinte, mais fait une fausse couche au 3e mois. À l'été de 1989, elle s'installe à Brisbane, où elle devient une habituée des bars de Fortitude Valley, le quartier chaud de la capitale du Queensland. Elle se met bientôt en couple avec une certaine Donna Stabe. Il s'agit d'une union ouverte où chacune peut partager son lit avec d'autres partenaires. Une certaine jalousie s'installe et les deux femmes se séparent. Tracy se sent de plus en plus aliénée. Elle teint ses cheveux bleu nuit et multiplie ses séances chez le tatoueur. Elle s'entoure de jeunes femmes qui, comme elle, partagent un intérêt pour les sciences occultes et le satanisme. Elles sont toutes des habituées des bars lesbiens que fréquente Wigington. 3 d'entre elles, Lisa Paskinski, 24 ans, Kim Jervis et Tracy Vaughn, toutes deux âgées de 23 ans, deviennent ses disciples. Elles sont persuadées que Tracy jouit de pouvoirs surnaturels. Pour cela, elles l'admirent, mais la craignent aussi. Elles croient que leur maîtresse peut disparaître ou se téléporter d'un lieu à un autre. Et lorsque Tracy leur annonce qu'elle est aussi un vampire, plusieurs fois centenaire, aucune ne remet en question, ni même ne doute de ses prétentions. Dans son appartement, Tracy garde une chauve-souris en captivité. Elle évite de passer devant des miroirs, il n'y en a d'ailleurs aucun chez elle, et fuit la lumière du soleil. Elle dort le jour et vit la nuit. Dracula serait jaloux. Le quatuor s'habille de noir et se retrouve dans des cimetières où il s'enivre et pratique des rituels occultes. Les femmes volent même des pierres tombales pour agrémenter leur intérieur. Au gré de ces rencontres, Tracy confie qu'elle a besoin de nouveaux sangs pour se régénérer. Lisa Paskinski offre de se scarifier pour permettre à sa maîtresse, avec qui elle entretient aussi une relation amoureuse, de s'abreuver. Elle s'attache un garrot au-dessus du coude et s'entaille l'avant-bras, laissant le sang s'échapper à grosses gouttes. C'est trop peu. Wigington leur fait comprendre qu'il lui en faut beaucoup plus. Les femmes trouvent des éleveurs et des bouchers
qui acceptent de leur vendre des litres de sang de porc. Tracy y trouve sa ration quotidienne, mais le sang animal n'a pas les mêmes vertus que celui des humains. Bientôt elle annonce que le diable lui a parlé, qu'il l'a choisie pour qu'elle devienne la destructrice. Ce désordre commence par un sacrifice qui comblera les souhaits du maître des enfers et sa propre soif de sang. Peu à peu, les femmes imaginent un plan diabolique. En se faisant passer pour des prostituées, Vaughn et Paskinski séduiront un homme ou une femme, le sexe n'a pas d'importance, qu'elles entraîneront dans un lieu isolé où Wigington et Jervis lui trancheront la gorge. Tracy pourra ensuite la ou le vampiriser. Elles amèneront après le corps dans un cimetière qu'elles jetteront dans une tombe fraîchement creusée. Elles le recouvriront de terre. Le lendemain, un cercueil sera déposé dans la fosse et enterré. Il n'y aura donc ni corps, ni preuve. Le crime parfait. Au début, cette machination n'est rien de plus qu'une gymnastique intellectuelle. Mais le fantasme bascule bientôt dans la réalité. Le 20 octobre 1989, Wigington, Paskinski, Jervis et Vaughn passent une partie de la soirée au Club Lee Moores, un bar lesbien du Red Light. L'heure du sacrifice a sonné et elles le soulignent en passant la soirée à boire du champagne. La serveuse, qui connaît le quatuor depuis un certain temps, dira plus tard avoir trouvé leur goût luxueux, elle qui se contentait généralement que de bière ou d'alcool bon marché. Tracy est très agitée. Elle ne cesse de répéter qu'elle a besoin de sang humain. Au procès, Kim Jervis compara Wigington à un requin en quête d'une proie. En début de nuit, elles repartent en voiture, celle de Wigington. Paskinski s'installe côté passager et Vaughn et Jervis montent à l'arrière. En ce vendredi soir, il y a beaucoup d'agitation sur Brunswick Street. Les femmes décident de s'éloigner du centre, arpentant les allées du parc du City Botanic Gardens et celles du New Farm Park. Elles ne ciblent aucun candidat potentiel. Elles traversent le Story Bridge et prennent la direction de Kangaroo Point. Près de River Terrace, elles aperçoivent un homme qui marche en titubant. Il est ivre. Il sera plus facile à maîtriser, se disent-elles. Cet homme, elles le savent, sera mort aux premières lueurs de l'aube. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Edward Baldock a 47 ans. Il a passé la soirée au Caledonia Club à jouer au dard avec ses compagnons de beuverie. Il a d'ailleurs été un adversaire plutôt redoutable, gagnant 3 parties sur 4. Il habite à Highgate Park Hill, à quelques pâtés de maison. Un peu après minuit, il salue ses compagnons et quitte l'établissement. Il a d'abord songé à appeler un taxi, mais comme la nuit est agréable, il s'est ravisé et rentre à pied. Alors qu'il descend la rue Leopard, une Holden Commodore verte s'immobilise à sa hauteur. 2 passagères en descendent et lui font signe d'approcher. D'un pas hésitant, il s'avance. Tracy Wigington et Kim Jervis lui demandent s'il cherche un transport, ou peut-être plus. Les femmes flirtent ouvertement avec lui. Baldock, un homme ordinaire, bedonnant, avec une calvitie débutante, n'en revient pas. Il est marié depuis 25 ans à Helen et père de 5 enfants. Il est consultant municipal pour les travaux de pavage. Sa vie est d'une monotonie navrante. C'est son jour de chance, pense-t-il. Sans hésiter, il grimpe à l'arrière, à côté de Tracy Wigington. Paskinski se met au volant et Vaughn et Jervis s'assoient à côté. Comme la voiture se remet en route, Tracy glisse sa main dans celle de Baldock. Ce dernier se dit que c'est Noël en octobre.
La bande roule jusqu'au parc Hurleg, qui longe la rivière Brisbane. À cette heure tardive, l'endroit est complètement désert. Lisa Paskinski stationne la voiture au bout de Hill End Terrace. Devant se trouve le parc et, à droite, le club de voile de South Brisbane, fermé la nuit. L'endroit est idéal. Wigington fait comprendre à Baldock qu'elle est partante pour une relation sexuelle. Tracy et Edward descendent et marchent jusqu'au bâtiment du club nautique qui domine l'entrée du site. Il s'agit d'un bâtiment à 2 étages, dont le premier est formé de 4 hangars fermés par des portes en tôle ondulée. Le couple se déshabille puis commence à se caresser. En feignant une confrontation dominant-dominé, Tracy tente de renverser le quadragénaire. Persuadé qu'il s'agit d'un jeu, Baldock résiste. Wigington est surprise par sa force. Sa proie a beau être ivre, il n'en reste pas moins un homme. Réalisant que seule elle n'y arrivera pas, elle prétexte avoir oublié quelque chose dans la voiture. Elle demande à Edward de l'attendre un instant. Pendant son absence, Baldock, qui est complètement nu, sauf ses chaussettes, en profite pour ramasser et plier ses vêtements. Par précaution, il glisse son portefeuille dans l'espace de quelques centimètres sous l'une des portes coulissantes de la remise. Pourquoi cette précaution? A-t-il songé qu'il pourrait être volé par ces jeunes femmes? Puis, toujours dans l'attente du retour de sa partenaire, il aperçoit une carte bancaire de la Commonwealth Bank, sa banque, sur la pelouse. Croyant que la carte a dû tomber de son portefeuille, il la récupère et, alors qu'il entend des voix féminines derrière lui, il la glisse dans l'une de ses chaussures, sans même prendre le temps de la détailler. Les passagères de la Holden sont surprises de voir réapparaître Tracy. Elle s'approche et explique qu'elle n'arrive pas à maîtriser Baldock. Paskinski accepte de l'aider. Elle prend le couteau que lui tend Jervis, puis emboîte le pas à son amante. Lorsqu'elle se retrouve près de la remise, Edward est toujours là, assis dans l'herbe, nu comme un verre. Il est surpris de voir Lisa. Il n'a jamais été question d'une orgie à 3. Puis, comme les femmes arrivent à sa hauteur, Tracy se place derrière et lance à Lisa « Vas-y !» Cette partenaire dans le crime sort aussitôt son couteau et le pointe vers Baldock. « Vas-y, allez !» répète Tracy. Tant et aussi longtemps que ce crime demeurait un fantasme, tout était simple. Mais là, à ce moment précis, sur les bords de la rivière Brisbane, les choses sont beaucoup plus difficiles. Baldock se redresse sur les genoux, les mains devant le visage pour se protéger. Il supplie les femmes de le laisser partir. Si elles veulent de l'argent, il peut leur en donner. Paskinski tombe à genoux. « Je ne peux pas, répète-t-elle entre 2 sanglots. L'affaire prend une tournure inattendue, mais Tracy n'a pas l'intention d'abandonner. Les choses sont allées beaucoup trop loin. D'un geste brusque, elle sort un couteau de sa poche et frappe Baldock à la gorge, puis au cou et à la nuque. Elle le poignarde encore et encore, entre 18 et 21 fois, soulignera le pathologiste. L'un des coups lui tranche la carotide. Les jeux sont faits. L'homme retombe face première sur la pelouse. Son regard se brouille. Edward Baldock ne rentrera pas chez lui. Il ne retrouvera pas son épouse et ne reverra plus ses enfants. Alors que le quadragénaire se vide de son sang, Tracy s'assoit et allume une cigarette. Elle le regarde se vider de son sang. Elle demande à Lisa de la laisser seule pour achever son rituel vampirique. Lorsqu'elle revient auprès de ses amis, son haleine empeste le sang frais. Elle est souriante, calme, presque extatique. Rassasiée comme une convive sortant d'un souper à 3 services, dira l'une d'elles. Le groupe remonte dans la Holden et rentre à l'appartement de Jervis à Clayfield, un secteur du nord de Brisbane. Sur le chemin du retour, elle plaisante au sujet du pauvre Baldock. Certes, elles ne se sont pas débarrassées du corps en le balançant dans une tombe,
mais elles sont persuadées d'avoir commis le crime parfait. Elles n'ont croisé aucun piéton, ni aucune voiture près du parc. Personne ne les a vues dans le secteur. Une fois à destination, Tracy Wigington réalise qu'elle n'a plus sa carte bancaire. Elle fouille ses vêtements et la voiture. Rien. Ses amis essaient de la rassurer en lui disant qu'elle l'a probablement perdue au bar. C'est là qu'elle l'a utilisée pour la dernière fois. Mais rien n'y fait. Et si elle l'avait perdue en se déshabillant au parc? Même si l'affaire est risquée, elle retourne sur les lieux du crime. Il est un peu plus de 3 heures du matin lorsqu'elles arrivent sur Hill End Terrace. Elles arrêtent la voiture là où elles étaient garées 2 heures plus tôt. L'endroit est désert. Le corps n'a clairement pas été découvert, sinon l'endroit grouillerait de policiers. Armées de lampes torches, elles marchent jusqu'à la remise. Le corps est toujours là, étendu sur le ventre. Pendant de longues minutes, elles examinent les lieux et font plusieurs allers-retours de la voiture à la remise. Rien. Tracy conclut que ses amis ont probablement raison et qu'elle a sans doute perdu sa carte ailleurs. Les femmes se remettent en route, aussi anonymes que la première fois. Ou presque. À quelques rues du parc, elles se font arrêter pour un contrôle routier. C'est Lisa Paskinski qui est au volant. En remettant les enregistrements du véhicule, elle explique que la voiture est celle de Tracy, assise sur la banquette arrière. Elles sont sorties en boîte et c'est elle qui a été choisie comme chauffeur désigné, explique-t-elle. L'agent lui fait passer un test d'alcoolémie. Tout serait parfait si Lisa n'avait pas laissé son permis de conduire à la maison. Un délit mineur. L'agent les laisse repartir sans constat, mais note les détails du véhicule et l'identité des passagères. 4 heures plus tard, 2 résidentes de Highgate Park découvrent le corps du quadragénaire. Au début, elles pensent à un itinérant endormi sur la pelouse, mais en approchant, elles remarquent sa blessure béante à la gorge. La partie de domino vient de commencer. Sur la scène de crime, le détective Pat Glancy retourne entre ses doigts la carte bancaire de Tracy Wigington. Pourquoi Edward Baldock a-t-il pris soin de dissimuler cette carte dans l'une de ses chaussures? Qui est cette femme? Quel est son lien avec la victime? L'enquêteur demande à ses collègues de faire une vérification d'identité sur cette Tracy Wigington. Il en ressort que la veille, à peu près à l'heure présumée du crime, la voiture de cette même Tracy Wigington a été interceptée à un barrage routier à quelques rues du parc Orleg. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. L'avant-midi même, Tracy est interpellée et amenée à la brigade des crimes majeurs de la police de Brisbane. Durant la nuit, elle et ses complices ont imaginé un scénario au cas où sa carte bancaire serait retrouvée sur les lieux du crime. Elle s'y accroche. Elle raconte que durant l'après-midi du vendredi, ses amis et elle sont allés se balader du côté du parc Orleg. Elle aura sans doute perdu sa carte à ce moment-là. Ce scénario présente une sérieuse lacune. Leur contrôle routier, en milieu de nuit, à quelques rues de la scène du crime. Lorsque l'un des inspecteurs lui met le dit rapport sous les yeux, Tracy est visiblement agacée. Elle offre une nouvelle version. Durant la nuit, Kim Jervis et elle se sont rendues au parc Orleg où elles ont trouvé le corps d'un homme. Il avait eu la gorge tranchée. Elles ont été si bouleversées qu'elles ont préféré ne pas rapporter le crime à la police. C'est à ce moment-là que les inspecteurs l'informent qu'aucune de ces versions n'explique pourquoi sa carte s'est retrouvée dans la chaussure d'Edward Baldock. Tracy apprend ainsi où était passée sa carte durant ses heures d'angoisse. Une boutade policière dit « Si tu choisis de mentir lors d'un interrogatoire, tiens-toi-en à tes mensonges. » Tracy Wigington a transgressé cette règle d'or et elle le sait. Elle réalise que ses options sont de plus en plus limitées.
Elle n'est pas la seule à sentir l'étau se refermer. Quelques heures après la découverte du corps de Baldock, Lisa Paskinski se présente au poste de la police d'Ipswich, une bourgade à 40 km au sud-ouest de Brisbane. À l'agent de service, elle annonce qu'elle a des informations à propos du corps trouvé dans le parc Orleg. Elle avoue tout. Elle est bientôt transférée au quartier général de la police de Brisbane, responsable de l'enquête. À 19h, elle est formellement inculpée pour sa participation au meurtre d'Edward Baldock. Dans une pièce voisine, Tracy Wigington, qui a aussi fait des aveux complets, est également mise en état d'arrestation pour meurtre. Le lendemain, c'est au tour des deux autres complices d'être arrêtés. Jervis est écroué et Vaughan, dont la participation est jugée moindre, est remise en liberté moyennant une caution. L'affaire des vampires lesbiennes, comme l'a désigné la presse, fait la manchette d'un bout à l'autre de l'Australie et même à l'étranger. Dans les années 1980, l'homosexualité est toujours tabou et beaucoup y voient une forme de perversion. Ajoutez à cela un soupçon de vampirisme et le crime prend des dimensions rarement égalées en Australie. Il faut retourner à l'affaire Azaria Chamberlain, un poupon kidnappé et tué par un dingo en août 1980, alors que ses parents visitaient le parc national d'Ayers Rock pour retrouver une telle frénésie. Avant de définir les chefs d'inculpation, le bureau du directeur des poursuites publiques doit d'abord statuer sur la santé mentale des accusés. Si les 4 femmes étaient saines d'esprit, comment expliquer qu'elles se soient laissées entraîner dans ces délires vampiriques? Tracy Wigington avait-elle sur ses amis une ascendance à la Charles Manson? Aurait-elle réussi à les convaincre de participer à ces desseins diaboliques uniquement pour satisfaire ses envies d'hémoglobine humaine? Kim Jervis et Tracy Vaughan ne présentent aucune pathologie particulière, si ce n'est une certaine immaturité et une croyance aveugle dans les délires de leur ami. Les experts sont plus partagés concernant Lisa Paskinski et Tracy Wigington. La première a un lourd passé de troubles psychiatriques. Ces 5 dernières années, elle a été admise 82 fois à l'hôpital pour des surdoses d'héroïne, des actions d'automutilation et des tentatives de suicide. À une occasion, les médecins ont découvert dans son estomac une poignée de lames de rasoir qu'elle avait avalées pour en finir. Au terme de la loi, le Dr Mulholland, un psychiatre consultant à l'hôpital royal de Brisbane, la déclare apte à faire face à la justice. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Le profil psychologique de Tracy Wigington est plus controversé. Son évaluation est confiée au Dr James Clark. Le psychiatre est persuadé que la jeune femme souffre d'un trouble de personnalité multiple, appelé aussi trouble dissociatif de l'identité. Pour tester cette hypothèse, lui et l'un de ses collègues, le Dr James Quinn, placent Tracy sous hypnose et l'interrogent sur ses fantasmes vampiriques. Durant les 26 heures que totalisent ces séances, 5 personnalités émergent. Bobby, un personnage cynique et violent. C'est Bobby qui a tranché la gorge d'Edward Baldock. La grande Tracy, elle incarne le côté anxieux et déprimé du quintet. Troublée par les actions meurtrières de Bobby, elle aurait choisi inconsciemment de laisser la carte bancaire de sa propriétaire sur les lieux du crime. La petite Tracy, c'est une personnalité infantile qui n'a pas évolué au-delà de l'enfance. L'observateur, c'est le chef d'orchestre. Il est détaché et rationnel. Il est la mémoire collective de toutes les personnalités et s'assure de les maintenir dans leur espace vital pour éviter le chaos. Et enfin, il y a Avril, une personnalité discrète, mais qui intervient occasionnellement en hurlant contre Bobby pour lui reprocher ses actions. De nos jours, ce genre d'approche serait proscrite, voire condamnée. Les spécialistes sur les mécanismes de la mémoire savent que l'hypnose n'a aucune valeur dans ce genre d'évaluation.
Au contraire, cet état modifié de conscience favorise l'imaginaire, les fabulations et les fantasmes. Toutefois, dans les années 1980, l'hypnose est encore considérée comme une panacée miracle. Sur la foi de cette évaluation, les Dr. Clark et Quinn concluent que Tracy Wigington n'était pas psychologiquement responsable de ses actes au moment de l'assassinat d'Edward Baldock. Cette position ne fait pas l'unanimité. Si plusieurs enquêteurs reconnaissent que l'accusé a un regard très particulier, hypnotique, dira l'un d'eux, cette histoire de personnalités multiples leur semble tirée par les cheveux. L'agent Nick Austin, qui a interrogé la meurtrière pendant 6 heures, n'y voit qu'une démonstration de l'habileté de l'accusé à manipuler les gens. Pour lui, si la femme souffre d'un trouble psychologique, c'est la psychopathie, et cela ne diminue en rien sa responsabilité criminelle. Ces évaluations sont transmises à la Cour suprême du Queensland. Les magistrats demandent une contre-expertise. Cette nouvelle évaluation est confiée aux Dr. Norman Connell et Gordon Urquhart, qui se montrent beaucoup plus nuancés que leurs prédécesseurs. L'honorable juge, Kevin Ryan, autorise la poursuite du processus judiciaire. Les femmes sont formellement inculpées. Les charges vont de meurtre prémédité à la complicité. En janvier 1991, Tracy Everell Wigington plaide coupable. Elle est condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération avant 13 ans. En acceptant sa responsabilité pour la mort d'Edward Baldock, l'accusée évite à l'État du Queensland un long et coûteux procès. En revanche, elle laisse de nombreuses questions sans réponse. À l'énoncé de la sentence, sa mère biologique, Rhonda Wigington Hopkins, présente dans l'enceinte du tribunal, se met à sangloter. Pour elle, sa fille n'est pas ce monstre décrit dans la presse. Elle répète qu'elle souhaite que les gens sachent que Tracy n'est pas une mauvaise personne, qu'elle n'est pas un vampire et ne boit pas de sang, qu'elle n'est pas une meurtrière, mais qu'elle demeure une personne et qu'elle a des droits. Si elle pouvait voir la vérité imprimée, clame-t-elle, cela l'aiderait à reconstruire sa confiance dans la nature humaine. Mais qui a envie de plaire à Tracy Wigington? Lisa Paskinski, Kim Jervis et Tracy Vaughn plaident non coupables. Leur procès commun s'ouvre le 31 janvier, quelques jours après la condamnation de Wigington. C'est un procès devant juge et jury. Elles mettent tout sur le dos de leurs consoeurs. Elles étaient dominées et contrôlées par leur maîtresse. Malgré la tournure des événements, elles restent persuadées que Tracy jouissait et jouit encore de pouvoirs surnaturels. Sur les conseils de leurs avocats, les accusés refusent de témoigner pour leur défense. Les jurés doivent se contenter de la projection des aveux filmés des co-accusés dans les locaux de la police de Brisbane. Certains propos sont tout simplement incroyables. Tracy Vaughn y affirme être tombée sous l'emprise de Wigington après avoir vu un crucifix que Kim Jervis portait autour du cou se briser par quelques interventions diaboliques. Il est aussi question du pouvoir d'invisibilité, sauf les yeux, dont pouvait également faire preuve Wigington. Les avocats jonglent avec les faits. Toute cette histoire de meurtre, répète-t-il à tour de rôle, n'a jamais été autre chose qu'un fantasme macabre aux yeux des accusés. À aucun moment, elles n'ont cru au scénario proposé par Wigington. Lorsqu'elles ont réalisé que ce fantasme devenait réalité, en cette funeste nuit du 21 octobre 1989, elles n'ont pas fait marche arrière parce qu'elles craignaient les réactions de leur maîtresse. Quelque part, toutes trois ont été les victimes de Tracy Wigington, laissent sous-entendre les avocats. Le procureur, Adrian Gondelak, n'y croit pas du tout. Pour lui, ce plaidoyer, il le connaît trop bien. C'est celui de lâches qui préfèrent diaboliser leur ancienne maîtresse plutôt que d'assumer la responsabilité de leurs actes. En ce qui le concerne, il n'y a qu'une victime dans cette affaire, et cette victime, c'est Edward Baldock.
Après 14 jours de procès, Lisa Paskinski est condamnée à la prison à vie et Kim Jervis à 18 ans de réclusion. Tracy Vaughn est acquittée, son rôle ayant été jugé comme secondaire dans la planification et l'exécution du crime. Au sortir du tribunal, Helen Baldock, qui n'a pas manqué une journée du procès et qui a écouté avec courage la description des derniers instants de son époux, confie aux journalistes « J'espère qu'elles mourront toutes en prison ». Si le souhait de Mme Baldock traduit le sentiment qu'éprouvent à peu près tous les Australiens et Australiennes, la réalité est qu'aucune des condamnées ne mourra derrière les barreaux. Après le prononcé de la sentence, Tracy Wigginton est transférée à la prison pour femmes de Bagot Road. Elle souffre de dépression et a de la difficulté à s'adapter à la vie carcérale. Derrière les barreaux, elle renoue avec sa mère et obtient un bac en arts et des diplômes en anthropologie et en philosophie. En 2006, elle s'en prend physiquement à une co-détenue et à un gardien. Elle est placée à l'isolement. En 2011, après sa 4e demande de remise en liberté, le Bureau des libérations conditionnelles donne son feu vert. Tracy est en mauvaise santé et souffre de problèmes d'articulation sévères. Elle se déplace avec difficulté et souffre d'obésité morbide. Elle est relaxée le 11 janvier 2012, après 23 ans d'incarcération. À ce moment-là, Lisa Paskinski et Kim Jervis ont elles aussi recouvré leur liberté, toutes deux en 2008. Depuis sa libération, Wigginton profite de sa notoriété. Si l'une des conditions de sa relaxe était et demeure de ne pas bénéficier monétairement de son crime, elle n'a de cesse d'entretenir sa réputation de vampire. Elle vit à Tamborine, au sud de Brisbane, et se fait appeler Oberon Fairchild. Sur les médias sociaux, elle s'exprime à coups d'images macabres, de vampires, de démons et de crânes humains. Elle a même publié une notice inquiétante. « Paniquez maintenant, je suis de retour ». Pour les psychiatres, il existe 2 types de vampires, les fantasmés et les cliniques. Dans le premier cas, les individus vivent dans une réalité alternative. Ce sont des fanatiques qui articulent leur vie autour de personnages fictifs. Ils s'habillent à la mode gothique, se maquillent, dorment le jour et vivent la nuit. À proprement parler, il ne s'agit pas d'une maladie mentale, du moins pas dans les cas bénins. C'est plutôt un style excentrique de personnalité. Ces gens jouent aux vampires, comme certains amateurs d'Elvis se teignent les cheveux en noir et se laissent pousser de larges favoris pour ressembler à leur idole. Ils sont des assidus des soirées karaoké et s'imaginent vivre par procuration l'existence du King. Ces comportements, même s'ils semblent déraisonnables pour plusieurs, ne relèvent pas de la psychiatrie. Il en va autrement du vampirisme clinique, communément appelé syndrome de Renfield, en mémoire d'un personnage du roman de 1897 de Bram Stoker, Dracula. Les malades en viennent à croire que leur vie dépend de leur consommation de sang. Cette préoccupation devient obsessionnelle. Dans les cas extrêmes, les malades développent des symptômes, imaginaires ou somatiques, qui les amènent à commettre des actions aberrantes. Ils tuent des animaux pour se gaver de leur sang, s'infligent des saignées, volent du sang dans des banques ou dans des hôpitaux, ou vampirisent des amis ou des inconnus qu'ils paient. Dans de rares cas, cette obsession peut conduire au meurtre. Le plus célèbre des vampires cliniques est sans doute Richard Trenton Chase. Entre 1977 et janvier 1978, ce résident de Sacramento, en Californie, a assassiné 6 personnes, 2 hommes, 2 femmes et 2 enfants, dont un bébé de 22 mois. Outre de boire le sang de ses victimes, il s'est aussi livré à des actes de nécrophilie et de cannibalisme. L'assassin souffrait de graves problèmes mentaux. Il a été condamné à mort en dépit du rapport des experts qui le qualifiait d'irresponsable.
Chase s'est suicidé en cellule le 26 décembre 1980. Il avait 30 ans. Le vampire de Sacramento, comme l'avait surnommé la presse, croyait que son sang était contaminé et que seul l'apport d'hémoglobine extérieure pouvait lui sauver la vie. Dans le cas de Tracy Wigington, la dynamique vampirique n'était que fantasmée. Une fois sous les verrous, elle ne s'est jamais plainte d'être en manque de sang, contrairement à Chase qui entrait dans des crises violentes. En dehors de ses acolytes, elle n'a jamais évoqué ses histoires de vampires à personne, pas même aux psychiatres qui l'ont évaluée avant sa mise en accusation. Elle a longuement parlé de son enfance difficile, de ses croyances occultes et de son intérêt pour le satanisme, mais n'a jamais abordé ses histoires de vampires. Jamais. Pour l'inspecteur Pat Glancy, chargé de l'enquête, Tracy Wigington ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique. Ce n'était qu'une manipulatrice. Son seul remords a été celui d'avoir été prise aussi stupidement. Elle n'a pas été terrassée par une giclée d'eau bénite, ni par un pieu enfoncé dans le cœur. Non. Elle s'est fait prendre pour avoir littéralement laissé sa carte de visite sur les lieux du crime. Sans ce bout de plastique, avoue l'enquêteur, la police aurait sans doute orienté ses recherches vers un ou plusieurs hommes. En voyant le corps d'Edward Baldock, personne n'aurait pu imaginer une telle violence chez une femme. Vampire ou non. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes.